Bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette belle occasion de la signature de la charte Romain Jacob entre l'UGCAM national et puis l'association didactique. Nous sommes au niveau national comme au niveau de cet établissement convaincus qu'il y a encore fort à faire pour améliorer l'accès aux soins et à la santé des personnes vivant avec un handicap. Nous sommes un certain nombre ici dans cet établissement qui accueille 60 résidents, dont 28 sur la partie foyer de vie et 32 sur la partie accueil médicalisé, à agir au quotidien pour améliorer cet accès aux soins. L'association didactique, on la connaît, j'ai envie de dire bien, si je peux me permettre, Pascal, puisque vous êtes déjà venu nous voir en janvier 2020 et que le personnel comme les résidents sont régulièrement interpellés pour remplir le questionnaire et alimenter les réflexions sur l'accès aux soins et à la santé. Je vous remercie les représentants du conseil départemental, de l'ARS, la DNGU, la mairie, avec qui nous avons de nombreux projets dans le soin, dans la santé, dans la culture, etc. Je remercie tout le personnel aussi qui s'est beaucoup mobilisé pour l'organisation de cette journée, en plus du quotidien, qui est pas toujours, qui peut être exigeant. Et je ne vais pas être plus longue, je vais passer la parole à Madame Moutel-Seyé, directrice du groupe national UGCAM, qui va nous parler de l'accès aux soins version nationale, si je puis dire. Ensuite, on passera la parole à Monsieur Christophe Aligier, directeur général de l'UGCAM Bourgogne-Franche-Comté, laquelle UGCAM gère une vingtaine d'établissements et services destinés à l'accompagnement d'enfants et d'adultes vivant avec un handicap et un EHPAD pour les plus anciens. Et puis Pascal Jacob nous exposera le cœur de sa mission et de son action au service des personnes vivant avec un handicap. Voilà. Et je vais redire à tout le monde, ne partez pas après tout ça, puisque en fin d'après-midi, après la signature officielle de la charte, vous êtes très cordialement invités par l'établissement qui a préparé un goûter, et puis par nos collègues de Bourbon-Lancy, qui vont vous faire un petit spectacle avec nos chanteurs locaux qui vont vous interpréter la chanson qui a permis de remporter le premier prix régional du concours d'art lancé en 2020 par l'UGCAM national. Madame Moutel, à vous. Merci beaucoup. Merci Christine. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, avec vous, avec toutes les personnes présentes ici, mais aussi avec celles qui nous voient à distance. Je sais qu'ici, je partage des convictions avec beaucoup de personnes et je pense que c'est ce qui nous fait avancer ensemble. Et je suis ravie d'être ici pour partager ces convictions autour d'une cause essentielle qui est l'amélioration de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Alors, le groupe UGCAM que je dirige gère l'ensemble des 250 établissements et services sanitaires et médico-sociaux de l'assurance maladie. On est présent particulièrement dans le champ des soins de suite et de la réadaptation, mais aussi dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Alors bien sûr, à ce titre, en tant qu'opérateur de l'assurance maladie, on a un devoir d'exemplarité. Peut-être que certains d'entre vous le savent, l'assurance maladie s'est engagée récemment de manière particulièrement importante sur cette cause nationale à plusieurs moments. Le 15 juillet dernier, Thomas Fatome, le directeur général de la CNAM, a signé déjà la charte Romain Jacob pour l'ensemble de la branche maladie, avec plusieurs objectifs, bien sûr. Mais je pense que l'objectif majeur, c'est vraiment d'utiliser le réseau de l'assurance maladie, c'est-à-dire toutes les caisses primaires d'assurance maladie et le service médical sur les territoires, d'utiliser ce réseau comme force de frappe pour porter ce questionnaire dont on va vous parler aujourd'hui, pour que le plus de personnes en situation de handicap puissent utiliser ce questionnaire pour lui donner de la force et qu'ensuite nous puissions recueillir l'ensemble des enseignements et en faire un véritable levier d'action. Deuxième étape importante aussi pour l'assurance maladie, à la fin du mois de juillet, au cœur de l'été, je vous l'accorde, un avenant à la convention médicale a été signé avec plusieurs mesures qui concernent
l'amélioration de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Alors, je vais en reprendre plusieurs. Par exemple, la création d'une consultation très complexe, qui est valorisée à 60 € pour les médecins, parce qu'il y a des moments où la consultation peut être particulièrement longue et complexe. Et donc, c'est important de valoriser le travail des médecins pour que les personnes en situation de handicap puissent accéder à leurs droits. Accéder au droit d'avoir un médecin traitant. Par exemple, une première consultation, quand on rencontre son médecin traitant, qu'on lui explique sa vie, qu'on lui explique sa maladie, son handicap, ça prend du temps. Et donc il faut reconnaître ce temps consacré par le médecin traitant, et l'assurance maladie a reconnu ce temps. C'est également le cas pour les consultations, pour constituer les dossiers pour la MDPH, qui sont évidemment aussi essentiels pour pouvoir bénéficier de droits pour chacun d'entre vous. Deuxième mesure importante, la création à la nomenclature des actes de consultation pour le dépistage de certains troubles 10 et la mise en place de la stratégie thérapeutique qui va avec. Autre mesure très importante qui parlera sûrement beaucoup à Christophe Aligier en Bourgogne-Franche-Comté, la valorisation de la fameuse consultation blanche à 25 €. Je pense que beaucoup d'acteurs du champ médico-social savent à quel point il est très important d'avoir cette consultation particulière blanche où on peut presque s'entraîner, se préparer à la consultation en réel, parce que ce n'est pas toujours simple pour une personne en situation de handicap de se préparer à des soins. Donc la personne se prépare, le professionnel se prépare, et là encore c'est du temps. Il faut le reconnaître si on veut que ça avance. Autre mesure annoncée, la majoration de déplacement pour des médecins qui se déplacent dans les structures de soins spécialisées pour pratiquer ces soins. Et par ailleurs, les syndicats de médecins et l'assurance maladie sont convenus de lancer 2 groupes de travail importants, puisque là, on voit bien que c'est le lancement d'une démarche. Il y a déjà des premières actions, mais il y a aussi le lancement d'une démarche, d'une dynamique. Et autour de 2 thématiques, la prise en compte de la complexité des soins, qui est réelle et qui n'est pas simple de quantifier et de valoriser, mais aussi les modalités de valorisation des médecins traitants qui assurent la coordination des soins pour des personnes en situation de handicap. Là encore, ce travail de coordination, il est important, il est chronophage, donc il est essentiel de pouvoir le valoriser. Alors, le groupe UGCAM dans tout ça. Le groupe UGCAM, qui est l'opérateur de l'assurance maladie, il n'est pas en reste sur sa mobilisation. Nous sommes partis d'un constat même dans nos propres établissements. Un constat tout simple, c'est que être résident dans un établissement ou un service médico-social, malheureusement, ça ne donne pas une garantie parfaite d'accéder à des soins de qualité et d'avoir une prévention aussi adaptée. Et ça, effectivement, on ne peut pas l'accepter. On a ce devoir d'exemplarité et donc on a parti de ce constat, on a travaillé avec l'ensemble des UGCAM sur un plan d'action national commun à l'ensemble de nos structures pour essayer d'améliorer ensemble l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. L'objectif, c'est vraiment de faire de nos établissements des laboratoires de bonnes pratiques. Parce qu'on sait que c'est avec vous qu'on va trouver les solutions. C'est avec vous les personnes en situation de handicap, c'est avec vous les soignants, c'est sur le terrain avec évidemment tous les acteurs de soins du territoire, parce que les solutions peuvent aussi varier selon les territoires. Et c'est important qu'elles correspondent aux besoins et à l'offre de chaque territoire. Alors ce plan que nous avons identifié en 2020, on l'a structuré autour de plusieurs axes assez classiques, autour du pilotage, bien sûr, autour du renforcement des actions de prévention, autour de l'accès aux soins réels, à des soins nécessaires. Et puis, on a aussi travaillé sur la formation des professionnels
de santé et de l'accompagnement, et M. Aligé vous en parlera. Et dernier axe important, qui fait écho à notre ADN d'assurance maladie, c'est l'organisation de partenariats avec l'ensemble des partenaires, évidemment, qui peuvent nous aider, mais aussi en particulier les CEPAM et le service médical. On a la chance de pouvoir aussi s'appuyer sur le réseau de l'assurance maladie, avec lequel on partage une conviction, c'est que l'accès aux droits et aux soins pour les personnes en situation de handicap, c'est notre devoir commun. Alors, après avoir fait ce plan d'action national, on a demandé à chaque UGCAM de le décliner en région, en fonction évidemment de l'activité des établissements concernés et des besoins locaux et des acteurs locaux. Chaque UGCAM a fait un plan régional, a désigné un référent régional qui a coordonné l'élaboration de ce plan et maintenant qui suit surtout la mise en œuvre du plan, parce que c'est pas le tout d'écrire un plan, l'important c'est les actions concrètes. Et donc désormais nous sommes plus dans la phase de suivi de ce qui a été décidé. Mais peut-être plus concrètement, à titre d'exemple, je voudrais vous citer quelques actions emblématiques qui ont été engagées par les UGCAM. Alors avant tout, bien sûr, nous avons décidé d'inscrire cet axe de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap dans tous nos projets d'établissement. Donc ça doit être inscrit dans notre démarche collective pour l'ensemble des professionnels d'un établissement. D'ailleurs, que ça soit dans le médico-social ou dans le sanitaire, puisque nos établissements sanitaires, notamment de soins de suite réadaptation, doivent aussi être en capacité d'accueillir de manière adaptée des personnes en situation de handicap pour de la rééducation, de la réadaptation. Donc c'est un devoir qu'on a inscrit dans nos projets d'établissement et dans les établissements et services médico-sociaux, on l'a inscrit aussi dans les projets individuels. Il faut qu'on ait tous le réflexe accès aux soins. Il n'y a pas que l'accompagnement qui compte pour les personnes en situation de handicap. D'autres actions autour de la prévention de l'obésité ont été menées, puisqu'on sait que malheureusement l'obésité touche particulièrement certaines personnes en situation de handicap, et donc il faut qu'on lance des actions adaptées sur cette thématique. Des actions également sur l'accès aux soins dentaires. Et j'étais très heureuse d'entendre ce matin lors de nos échanges que l'établissement ici de Charnel et Mâcon était très en avance sur le sujet, puisque les soins dentaires, c'est aussi un élément essentiel tant en termes de prévention que de soins. Alors on a un partenariat avec la fédération SOS sur le sujet et en fonction des acteurs du territoire, nos établissements s'engagent sur cette thématique. Un programme aussi intéressant, enfin des programmes intéressants autour de l'éducation thérapeutique du patient pour rendre les personnes accompagnées actrices de leur santé. On le dit de manière globale, un patient de toute façon, pour que sa santé s'améliore, s'il prend conscience à la fois des difficultés de sa santé, de ce qu'il y a à faire, on sait que ses chances d'améliorer sa santé sont décuplées. Bien sûr, ce principe s'applique aussi aux personnes en situation de handicap et c'est très important que chacun d'entre vous, vous ayez la capacité de comprendre les enjeux de votre santé et de savoir comment vous pouvez vous-même aussi contribuer à votre santé. Et nous avons été aussi dans certains établissements terrain de stage pour des étudiants paramédicaux qui ainsi peuvent découvrir le handicap, le découvrir et sûrement après être plus accueillant dans un sens large, mieux comprendre un patient en situation de handicap qu'ils vont être amenés après à prendre en charge dans un établissement sanitaire par exemple, avoir déjà rencontré une personne en situation de handicap, essayer de comprendre ses difficultés, être à l'écoute, c'est essentiel et reconnaître son expertise, c'est essentiel pour avancer ensemble vers cette cause qui nous réunit. Alors dans cette démarche nationale, l'UGCAM Bourgogne-Franche-Comté est notre UGCAM pilote.
parce que depuis longtemps, elle a été à l'avant-garde sur ces sujets, en particulier en lien avec Pascal Jacob. Et son directeur, donc Christophe Aligier, va nous préciser tout à l'heure comment il a lancé et piloté sa démarche sur le terrain. Mais avant, je souhaiterais d'abord partager avec vous 2 convictions personnelles, mais qui nous rassemblent, je pense, avec les personnes ici présentes. D'abord, pour que notre cause avance. L'important, c'est qu'il y ait une vraie bonne articulation entre les personnes en situation de handicap, leurs aidants, souvent familiaux, mais plus largement leurs aidants, et les professionnels de santé. Et pour ça, il faut aussi que chacun reconnaisse l'expertise de l'autre. Voilà, on est une grande équipe, et chacun est un maillon de la chaîne qui peut nous faire avancer dans l'amélioration de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Personne n'y parviendra tout seul. Et donc ça, je pense que c'est un élément essentiel pour nous faire avancer. Et la deuxième conviction qui peut vous paraître évidente, c'est que l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, c'est tout simplement une question de droit. Une question de droit pour des personnes qui sont, évidemment, vous êtes des citoyens comme moi, et donc vous avez les mêmes droits, et c'est une responsabilité pour nous de vous garantir l'accès réel à ces droits. Alors aujourd'hui, au-delà de cette signature de la charte Romain Jacob qui a une force symbolique extrêmement forte et qui incarne l'ensemble de nos engagements, je souhaite que le groupe UGCAM se mobilise largement dans tous ses établissements et ses services sur cette cause essentielle. Et maintenant, j'aurais envie de dire à l'ensemble des personnes ici présentes, les usagers, donc les personnes en situation de handicap, les professionnels de santé et au-delà les aidants potentiels, vraiment, je compte sur vous, la balle est dans votre camp. Je suis convaincue qu'on peut ensemble réussir à avancer sur cette cause, et je pense que Christophe Aligier, qui va prendre la parole juste après moi, va vous démontrer comment on peut avancer concrètement sur cette cause nationale. Merci beaucoup. Merci Madame Moutel-Seillet. Merci de nous avoir donné les convictions institutionnelles, j'ai envie de dire, et vos convictions personnelles. Et pour rebondir sur vos derniers propos, je pense que la balle est de notre camp à tous. Monsieur Aligier, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Christine. Alors bonjour à tous. Je m'associe à tous les remerciements de Christine pour votre présence ici et derrière l'écran à cette journée de signature. Donc l'UGCAM BFC est signataire de la charte Romain Jacob depuis 2015. Nous avons depuis cette époque-là des contacts réguliers, fructueux et amicaux avec Pascal Jacob. Très vite, les échanges avec Pascal nous ont amenés à prendre conscience de 4 enjeux auxquels nous devions répondre pour tenter d'améliorer l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. Le premier enjeu, et Anne Moutel en a parlé, c'est l'implication des personnes vivant avec un handicap elles-mêmes, et par là même l'obligation de les écouter et d'accompagner leur autonomie pour leur permettre de s'exprimer sur les formes de leur accès aux soins, comment ils le vivent, qu'est-ce qu'ils en ressentent, mais aussi de leur faire prendre conscience de l'importance d'être acteurs de leur propre santé. Le corollaire de cette implication, c'est l'obligation d'écoute pour les professionnels que nous sommes. Et depuis le début de la démarche, je peux vraiment vous garantir que nous avons beaucoup appris, avant tout en écoutant. Ça a vraiment été un des enseignements majeurs depuis le départ. Donc cette approche qui est défendue par Pascal, mais qui est surtout omniprésente dans les principes portés par la charte, ne pouvait que faire écho aux valeurs de l'assurance maladie, que nous cherchons à mettre en œuvre tous les jours dans notre travail à l'UGCAM Bourgogne-Franche-Comté. Il y avait un deuxième enjeu qui, là aussi, est le corollaire de la charte et l'enseignement, un des enseignements majeurs du questionnaire Handifaction, c'est l'enjeu de la formation des professionnels. Alors évidemment, celle des professionnels soignants et éducatifs. Il ne peut pas y avoir d'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap sans accompagner
dans l'ensemble des éléments qui vont avec les soignants et les personnels de l'accompagnement. Mais pour nous, cette exigence va au-delà. Elle va aussi, il est nécessaire de former les professionnels qui gravitent autour de l'accompagnement des personnes, les familles, et puis les institutionnels, par exemple les caisses primaires d'assurance maladie. Donc nous avons entendu cet impératif de l'adaptation de la formation de nos professionnels du soin à la sphère du handicap, et du coup nous nous sommes donnés pour objectif à la fois de porter cette parole auprès de nos partenaires soignants, c'est-à-dire de porter ce message avec Pascal auprès de l'ensemble de nos partenaires, et surtout de l'appliquer à nous-mêmes et de réfléchir comment accompagner nos propres professionnels et ceux de l'assurance maladie dans cet impératif. Le troisième enjeu, qui est porté par la charte Romain Jacob, c'est celui de l'accompagnement. Là aussi, il n'y a pas de soins possibles s'il n'y a pas une place accordée à l'accompagnement. Et ceci qu'il s'agisse de l'accompagnement réalisé par les aidants professionnels ou personnels lors des épisodes de soins. Cette place décisive de l'accompagnement, souvent, elle nous paraît évidente. Quand on interroge les professionnels, ils nous affirment que ça va de soi. Et quand on creuse, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Et que la première chose, c'est que si on veut travailler sur l'accompagnement, ça demande de réinterroger nos pratiques. Mais aussi, là encore, de porter cette parole auprès de nos partenaires et de les inviter eux aussi à regarder ce besoin autrement. Donc d'organiser la possibilité de changer ce regard. Le dernier enjeu dépasse les capacités d'action de la seule UGCAM BFC, et il s'agit de l'enjeu du financement juste des soins et de l'accompagnement. Et cet enjeu est fondamental pour permettre l'accès effectif aux soins des personnes vivant avec un handicap. Pas dans tous les cas, c'est pour une partie, une fraction des soins qui sont organisés, mais c'est une problématique qui existe et qui doit être traitée également. Et dans bien des cas, effectivement, cette insuffisance de financement, notamment l'insuffisance de financement de la réalité du temps nécessaire à la réalisation des soins, de l'adaptation de la technicité que cela suppose, des séances blanches dont on a parlé tout à l'heure, du renforcement des moyens humains pour aider à la réalisation des actes de soins sont une cause majeure et non négligeable de l'impossibilité d'accès aux soins des personnes. Donc une fois qu'on avait partagé ces constats, notamment avec Pascal, qui nous a énormément apporté dans cette prise de conscience et ce changement de regard, nous avons évidemment structuré notre démarche dans un plan d'action qui a lui-même été repris, enrichi au plan national pour désormais couvrir l'ensemble du groupe UGCAM. Je ne vais pas reprendre ce plan d'action, il vous a déjà été expliqué par Anne Moutel, mais plutôt insister sur des réalisations concrètes que nous avons mis en œuvre depuis 2015 au plan local et qui nous font peu à peu progresser sur ce chemin. En ayant à l'esprit qu'on est encore très loin du compte, on a encore beaucoup de travail et qu'on me demande aujourd'hui d'illustrer le travail de l'UGCAM Bourgogne-Franche-Comté, mais que l'ensemble des collègues des UGCAM aujourd'hui travaillent sur ces actions pour progresser partout sur le territoire. Donc en premier lieu, nous avons réalisé des journées handifaction au sein de nos établissements et services, la plupart du temps en présence de Pascal Jacob, de la manière suivante. Nous avons réuni, comme aujourd'hui, les bénéficiaires, leurs familles, et les différents partenaires qui sont indispensables sur un territoire pour progresser dans l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. Ces journées, elles ont été extrêmement riches d'enseignements, d'abord parce que, encore une fois, et j'insiste, parce que nous nous sommes retrouvés en situation d'écouter ce que les personnes vivant avec un handicap ont à nous dire de la manière dont se déroulent leurs soins, ou plus exactement, bien souvent, de la manière dont ils ne se déroulent pas. Et ainsi, ça nous permet également de progresser dans le fait de vous reconnaître comme les experts de votre santé. Et je vous assure qu'à partir du moment où vous passez 2 heures à écouter ce que les personnes expliquent, la nécessité de trouver des solutions et de construire des partenariats qui permettent quand même principalement par le décloisonnement des acteurs que nous sommes de répondre aux difficultés évoquées, ce n'est même plus un objectif, ça devient une obligation quasi morale. Ensuite, nous avons cherché à travailler sur la formation des professionnels. Dans un premier temps, nous avons d'abord travaillé sur la formation interne à l'UGCAM BFC. Nous avons formé nos équipes, l'ensemble de nos équipes, aux enseignements de la charte Romain Jacob et du questionnaire handifaction. En complément de cette démarche, nous avons formé 100% des professionnels des établissements concernés aux recommandations de bonnes pratiques en matière d'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap portées par la Haute Autorité de Santé. Puis nous avons demandé, une fois ces 2 temps réalisés, aux établissements et services d'intégrer un volet spécifique sur l'accès aux soins, d'une part dans les projets personnalisés des personnes accompagnées, et puis dans chaque projet d'établissement et service, désormais, il doit y avoir des actions spécifiques sur cette démarche après un diagnostic personnalisé.
Pour réaliser ce diagnostic, justement pour éviter de se retrouver dans l'entre-soi et le regard que nous portions nous-mêmes sur notre travail, nous avons sollicité le laboratoire de recherche de l'Université de Bourgogne qui a analysé un par un 100% des projets personnalisés de nos bénéficiaires. Et c'est le diagnostic réalisé par cette université qui ensuite a abouti d'une part à retravailler les projets personnalisés, d'autre part à structurer nos projets d'établissement et de service. En complément de cette démarche de formation, nous avons mis en place un séminaire d'encadrement avec Pascal Jacob qui s'est tenu au sein des locaux de la CEPAM de Côte d'Or, mais surtout en présence des équipes de la CEPAM de Côte d'Or. Donc en effet, l'UGCAM BFC, Anne Moutel l'a souligné tout à l'heure, fait partie du réseau de l'assurance maladie. Et à ce titre, très rapidement, quand on a structuré notre démarche, nous avons souhaité nous appuyer sur la richesse et la diversité des moyens d'action, notamment des caisses primaires d'assurance maladie. L'assurance maladie a la vocation à amener l'accès aux soins et l'accès aux droits pour la totalité de la population. Et la population vivant avec un handicap, aujourd'hui, c'est 10 millions de personnes. Donc c'est un sujet majeur pour l'assurance maladie. Pour ce faire, nous avons commencé par organiser une convention régionale qui a été signée avec les 8 CEPAM, la CARSAT et la Direction régionale de la gestion du risque pour unir notre force sur cette problématique. Et puis, tirant les leçons des enseignements de la charte Romain Jacob d'Antifaction, nous avons construit des parcours de formation au handicap à destination des personnels d'accueil des caisses primaires d'assurance maladie et également des personnels des missions d'accompagnement en santé qui sont chargés plus spécifiquement d'accompagner les assurés vers des résolutions de leurs difficultés d'accès aux soins. Et ceci afin de leur faire prendre conscience des enjeux, mais aussi leur donner des outils qui permettent de répondre de façon plus efficace aux problématiques des personnes vivant avec un handicap. Si une personne n'est pas un minimum acculturé à la problématique de ce que vivent les personnes vivant avec un handicap, son accompagnement ne peut pas être le même. Il y a vraiment un travail d'acculturation de nos professionnels qui est absolument décisif. A contrario, les CEPAM, elles, ont formé nos propres professionnels à l'intérieur de l'UGCAM BFC aux enjeux du droit et des dispositifs existants, ce qui nous a permis nous-mêmes de mieux accompagner les personnes en cas de difficulté d'accès aux soins. Et ces modules de formation qui aujourd'hui sont réalisés, en quelque sorte labellisés par la CNAM, ont vocation ensuite à se répartir sur l'ensemble du territoire national à travers les différentes caisses primaires au plan national. Donc, de façon très concrète, ces formations ont permis des échanges réguliers entre les missions d'accompagnement en santé et nos établissements. Et ça a abouti de manière régulière à vraiment permettre de trouver des solutions permettant d'améliorer l'accès aux soins des personnes, soit parce que les missions d'accompagnement en santé, en fait, nous ont appelés pour qu'on les oriente davantage à l'intérieur du maquis un petit peu médico-social et de nos capacités d'accompagnement, soit à l'inverse, parce que face à nos propres blocages, nous avons pu solliciter ces missions d'accompagnement qui nous ont aidés, dans un certain nombre de cas, à résoudre nos difficultés. Donc cette démarche elle est en cours de déploiement aujourd'hui de façon plus globale, en particulier avec les autres CEPAM de la région. Et à ce jour, elle est en train de se décliner, par exemple, avec la CEPAM de Saône-et-Loire. Et comme je vous l'ai dit, la question de sa généralisation sur l'ensemble du territoire est aujourd'hui portée par la CNAM et en cours d'étude dans un partenariat entre les caisses primaires sur l'ensemble du territoire et nos différentes UGCAM. Donc, la CNAM, sur la base de ces travaux, pleinement conscient des atouts que représente le groupe UGCAM pour l'assurance maladie, notamment pour progresser sur l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap, nous a demandé de piloter un groupe de travail, au-delà de celui du plan d'action du groupe UGCAM, sur l'offre de services de l'assurance maladie vers les personnes en situation de handicap, avec pour objectif assigné de réfléchir à des actions concrètes de l'ensemble du réseau d'assurance maladie, permettant d'améliorer significativement l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. Dans ce cadre, au milieu d'un certain nombre d'actions que nous portons actuellement au plan national, nous portons une expérimentation sur le département de Saône-et-Loire visant à expérimenter un modèle tarifaire des soins des personnes vivant avec un handicap qui irait encore au-delà des éléments qui ont été évoqués tout à l'heure et qui reposerait sur l'analyse des besoins et une forme d'automaticité finalement de l'application de ces tarifs à même de répondre aux enjeux de financement qui sont régulièrement évoqués par Pascal Jacob et qu'il aura l'occasion, je pense, sur lesquels il aura l'occasion de revenir dans son propos.
Ce groupe de travail aujourd'hui réunit des acteurs très diversifiés qui sont d'ailleurs présents aujourd'hui et je vous en remercie. Il y a la CEPAM de Saône-et-Loire, le département de Saône-et-Loire, la MDPH également de Saône-et-Loire, l'Agence régionale de santé et la personne en charge du parcours handicap, la CPTS locale et l'URPS, les centres de santé départementaux et leurs médecins, la direction régionale du service médical, l'UGCAM Bourgogne-Franche-Comté et évidemment l'association didactique. Et ça incarne parfaitement ce que l'on disait tout à l'heure. On n'arrivera à progresser sur l'accès aux soins qu'à partir du moment où on est sur un travail collectif, où on décloisonne et on cherche des solutions tous ensemble en écoutant les personnes. Donc ces travaux n'en sont qu'à leur balbutiement, mais on peut espérer tirer de ces expérimentations des solutions qui, à l'image de dispositifs qui existent par exemple aujourd'hui en Allemagne ou en Italie, pourront peut-être permettre demain d'avoir des mécanismes de financement des soins qui soient véritablement facteurs de solution pour répondre aux problématiques beaucoup plus structurelles que va vous expliquer Pascal et sur vraiment une forme d'automaticité de la réponse aux besoins. Voilà, il ne s'agit là que de quelques actions concrètes parmi celles déployées par le groupe UGCAM et l'UGCAM BFC sur le terrain qui font écho aux propos de Anne Moutel. Mais je voudrais terminer cette intervention en remerciant d'abord les personnes que nous accompagnons et leurs familles. Je voudrais vous remercier parce que depuis le début de cette démarche, l'expression de votre avis a été une source d'apprentissage et de remise en cause absolument extraordinaire. Je pense à titre personnel, et je pense que c'est vrai pour les professionnels de l'UGCAM BFC, que j'ai probablement plus appris en vous écoutant et en acceptant de simplement entendre ce que vous nous disiez de la manière dont se passent vos actes de soins, de quelle manière vous vous heurtez au refus de soins, comment vous le vivez, parfois même avec beaucoup d'humour, et franchement une pointe de honte de la part des professionnels que l'on peut être. Je pense que c'est une source absolument extraordinaire pour progresser et trouver des solutions concrètes. J'en profite également pour remercier les équipes qui ont beaucoup travaillé pour organiser cette journée de signature de la charte Romain Jacob par le groupe UGCAM avec l'association didactique. Enfin, je souhaite remercier également, mais surtout faire un appel aux partenaires. J'ai l'absolue conviction qu'une large partie des outils existent déjà pour nous permettre d'atteindre un niveau d'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap extrêmement proche de celle des personnes du milieu ordinaire. Ce qui nous sépare de cet objectif, après ces années de travail, pour moi, réside beaucoup plus dans notre capacité à travailler tous ensemble et de façon coordonnée que de moyens supplémentaires. Alors, il y a quand même besoin de moyens supplémentaires sur un certain nombre de sujets qu'on a pu évoquer, mais je crois véritablement que c'est l'effort coordonné par tous qui permettra de trouver des solutions. Voilà, j'espère que la démarche que nous avons mise en place et la présentation que je viens de vous en faire contribuera à nous aider à travailler ensemble sur ces objectifs qui nous permettent d'accompagner les personnes dans la pleine reconnaissance et l'utilisation de leur autonomie. En tout cas, c'est l'ambition de ce plan d'action et de ce partenariat passé ce jour entre le groupe UGCAM et l'association didactique. Et je vous remercie. Et vous allez voir que Pascal va vous en parler encore mieux que moi. Merci, Monsieur Aligier, de nous avoir montré le chemin parcouru et celui qu'il nous reste à faire. Je crois qu'il y a encore du travail. De l'intervention de Madame Moutel, j'avais envie de souligner la conviction. De celle de Monsieur Aligier, j'ai envie de souligner le partenariat et la collaboration avec déjà vous en premier, mesdames et messieurs vivant avec un handicap. On va rajouter le charisme avec Pascal Jacob, à qui je laisse la parole maintenant. Eh bien, je suis très ému. Ah oui, je vais enlever mon masque parce que je suis nettement plus joli sans. Vous trouvez? Oui. Ouais. Bon. Il faudrait que j'ai une casquette comme toi, ça sent pas mal. Hein? Avec les visières, c'est pas mal. Bon. Moi, je suis vachement ému quand je signe une charte. Parce que pour moi, ça veut dire quelque chose. Et je sais que ça veut dire quelque chose d'extrêmement important pour tout ce qui nous réunit aussi. C'est extrêmement important pour vous, résidents,
à Mâcon, dans cette commune que j'aime beaucoup. Et là, vous êtes des personnes qui me font plaisir. Quand je suis arrivé dans la salle tout à l'heure, vos cris ont coupé ma voix. Et là, je me suis rendu compte que la semaine dernière, ça aurait dû être l'anniversaire de Romain. Il aurait eu 38 ans. Et là, il m'a bien aidé parce que j'ai retrouvé ma voix très vite. De l'engagement de la charte Romain Jacob, c'est plus que ça aussi. C'est votre association, c'est la Bourgogne-Franche-Comté, et toutes ces institutions, tout ce que vous avez réussi, tout ce qu'on a fait avec Pierre Priby, tout ce qu'on a, qu'est-ce qu'il y a dans le département, dans la région. Et ça, c'est une mobilisation que je sais extrêmement forte. Il y a les CEPAM, il y a l'ARS, il y a toutes les organisations sanitaires, il y a l'hôpital. Vous vous rendez pas compte, c'est que quand Anne nous disait on doit travailler ensemble, mais il va falloir trouver des barnums de plus en plus grands pour pouvoir vous réunir, parce qu'on n'aura pas toujours la chance de pouvoir travailler avec la télévision en réseau. Puis je voudrais vous dire aussi que cet engagement, c'est celui qui prend le temps de regarder ce film que vous regardez chez vous ou dans votre lieu de travail, parce que nous avons la chance d'être aidés par vous, messieurs, ce travail est fabuleux parce que vous apportez à tout le monde, au plus près de chaque personne, le message de Christophe, d'Anne, de Christine et de vous tous. On en avait besoin de ces moyens-là. Il y a un engagement aussi qu'il faut que je dise, qui nous amène à parler d'un engagement solennel, fort, très bien décrit par Anne, c'est celui de l'UGCAM. Et l'UGCAM, c'est quoi? C'est la maison d'autonomie, c'est la maison du soin, c'est la maison où on va tout faire pour être dans la vraie vie. Et cet engagement de l'UGCAM, aujourd'hui, il est incontournable, parce qu'il nous amène à parler de sa tutelle fondamentale, qui est la CNAM. Et comme l'a dit tout à l'heure Anne, eh bien, Thomas Fatome a signé cette charte officiellement, et c'est sur les médias, et vous les avez, et vous avez certainement tous reçu la newsletter où vous aviez le film de cette signature. Mais je n'oublierai pas un homme qui nous a permis de démarrer. Il s'appelle Nicolas Revel. Je me rappelle très bien avoir croisé Anne-Laure Coury, qui m'a dit « il faut que tu vois mon patron ». Et j'ai vu Nicolas Revel. Et depuis, nous avons pu construire ce que nous sommes en train
de faire quasiment dans le quotidien. Alors pour moi, l'émotion est forte, car jamais un endroit n'aura été aussi intime pour moi que de signer dans ce centre. Merci Christine. Merci Christine Jargeau, parce que tu as tellement bien préparé avec toute ton équipe cet accueil qui va au fond de mon cœur, mais il faut qu'on continue. Merci Christophe, parce que tu m'as jamais lâché. Parce que tu as une volonté et une détermination que les choses soient claires et qu'on parte du besoin exprimé par la parole des gens pour arriver à un meilleur accès aux soins. Et c'est pas à nous de l'inventer, c'est à eux de l'inventer avec nous. Alors, comment on en est arrivé là et pourquoi? Un jour, on devait en retirer les dents de sagesse de Romain dans un très grand hôpital parisien. Et comme il était infirme moteur cérébral, autiste et épileptique au dernier stade, c'était très compliqué. Alors, les médecins ont décidé de l'anesthésier le matin, de le faire sous anesthésie générale, et ensuite, l'après-midi, nous le rendre, parce que les capacités déjà d'accompagnement dans le milieu hospitalier étaient très difficiles. Alors, on pensait que tout allait aller bien. Malheureusement, on n'avait pas bien compris, mais une erreur dans l'anesthésie a fait que Romain a dû rester 1 an à l'hôpital. 150 jours de réanimation, on s'était trompé dans l'anesthésie. Alors, 1 an à l'hôpital, ça m'a permis de comprendre 2 choses. La première, c'est que c'était criant. Le personnel de l'hôpital n'était pas formé à accueillir Romain. Ah, il était peut-être formé à le soigner, mais ça servait à rien, parce que sans accueil, sans accompagnement, ça servait à rien. Et vous savez, quand il criait trop fort, eh bien, il y avait un système, c'était de fermer la porte. Et là, j'ai pas pu porter ça, j'ai pas pu l'accepter. Et j'étais amené à aller voir le ministre, qui, à cette époque, s'appelait Xavier Bertrand, et de lui dire, c'est pas possible ce qui se passe, il faut que vous nous aidiez. Il faut que vous nous apportiez des solutions. Et là, Xavier Bertrand, très gentiment, m'a demandé de faire un premier rapport d'État qui a permis, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de créer l'hospitalisation à domicile en établissement des personnes vivant avec un handicap. Ça, c'était nouveau. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que les soins étaient 100 fois meilleurs lorsqu'il y avait de l'accompagnement et disponible pour le faire. Nous avons fait ça, et puis nous avons continué. Ensuite, Madame Bachelot, qui avait remplacé Monsieur Xavier Bertrand, m'a dit écoutez, est-ce que vous voulez bien continuer à nous faire un rapport sur l'accès aux soins? Et je lui ai dit oui, je suis tout à fait d'accord, mais à une condition, c'est que ce rapport, ça ne soit pas mon rapport,
mais le rapport de toutes les personnes vivant avec un handicap. Et nous l'avons fait. On était 1500 au travail. Nous avons lancé, et puis nous avons fait une chose encore, c'est que, comme on sait l'attractivité des rapports par les tiroirs du ministère, nous avons voulu trouver une thérapie à ça en faisant un film du rapport. Il est disponible sur les médias, et ce film sur ce rapport permettait, en regardant le film, de comprendre ce qu'était le rapport. Puis il y avait une possibilité dans ce film qui s'appelait « Si tu savais, si on voulait », de le faire passer aux médias qui pouvaient peut-être relancer notre communication. Ce film, si tu voulais, a été présenté à la remise du rapport. Et là, dans ce film, il y a une chose qui s'est passée. J'étais en train de le présenter à l'Élysée, et tout d'un coup, il y a une phrase d'une personne vivant avec un handicap à l'hôpital Robert Debré qui s'est passée, où une personne handicapée a dit à son médecin « Ta peur me fait peur ». Et M. Hollande, qui était là, m'a demandé de faire un film sur la peur du handicap. Nous n'avons pas voulu le faire que sur la peur du handicap pour ne pas stigmatiser le handicap, mais nous avons fait un film sur toutes les peurs. Et là, si vous avez l'occasion, vous pouvez regarder ce film, il est intéressant. Et aujourd'hui, ce film est paru et sur Dailymotion. Dans ce film, quand je l'ai tourné, la personne qui nous a demandé de faire ce film, enfin, l'Élysée, nous a dit il faut que vous alliez tourner au Dom-Tom. Sans ça, on n'aura pas ce film, on ne pourra pas le passer à la CNH. La CNH, c'est la Conférence nationale du handicap qui a été déterminée par la loi de 2005. Alors je lui dis, bon, écoutez, pas de problème. Et nous sommes partis à La Réunion. Et quand je suis arrivé à La Réunion, là, il s'est passé une chose. L'ARS, qui était à cette époque-là, Chantal de Singly, qui était responsable de l'ARS Océan Indien, était venue m'accueillir à l'hôpital. Ah, pardon, l'hôpital, qu'est-ce que je dis? À l'aéroport. Et elle m'a dit, mais la première phrase qu'elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ton rapport? Je lui ai dit, un bon moyen d'accueil. Hein. Et bien, je lui ai dit, du tac au tac, je te propose quelque chose, je suis là pendant 10 jours, organise-moi une réunion dans n'importe où tu veux, de toutes les personnes qui touchent à l'handicap. Toutes. Les gens de l'école, les gens de l'hôpital, les gens du médico-social, les gens des services sociaux, les gens de la médecine de ville, tout. On a réussi à réunir 230 personnes, 200 personnes plus 30 personnes vivant avec un handicap. Quel ne fut notre étonnement? Ils ne se connaissaient pas. La deuxième chose, ils travaillaient pour la même personne, ils ne se connaissaient pas. La deuxième chose, ils ne se comprenaient pas. Le langage de l'éducation nationale était hermétique pour les médecins. Le langage ça ne marchait pas. Chacun avait un langage. Ils ne se comprenaient pas. La troisième chose, c'est que, et c'était la pire, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient s'entraider. Et là, il s'est passé la chose incroyable. On a décidé d'écrire tous ensemble, dans cette salle. Alors, la réunion a été prévue de 18 à 20 heures. Et vers minuit, on a décidé d'écrire
la charte éthique de l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. Le directeur essayait de nous sortir pour fermer son hôtel, mais on a commencé. Et Chantal de Saint-Gly m'a dit, eh bien écoute, tu vas venir la signer dans 3 ou 4 mois quand on l'aura finalisé. Cette nouvelle rencontre était pour moi une bonne chose. Mais 15 jours avant de retourner à La Réunion, Romain est mort, faute de soins. Et j'ai reçu quelques heures après un coup de téléphone de Marisol Touraine, qui, sous l'initiative de quelqu'un bien connu à Lyon aujourd'hui, Raymond Lemoigne, lui a dit « Madame Touraine m'a dit, est-ce que vous nous feriez l'honneur que la charte que vous allez signer s'appelle Romain Jacob ?» Et voilà, c'est comme ça qu'elle est née. Et je suis allé la signer là-bas, 15 jours après. Mais qu'est-ce que dit cette charte? Que veut cette charte écrite par les personnes vivant avec un handicap? Qu'est-ce qu'elle va impliquer? Qu'est-ce qu'elle doit impliquer? La première chose qu'elle doit impliquer, et vous l'avez, et c'est là où c'est extraordinaire, nous sommes avec l'UGCAM en Bourgogne-Franche-Comté et dans l'ensemble des UGCAM, les chantiers sont quasiment tous ouverts et en train de se faire. Première chose, et j'entendais parler la coordination médicale. À l'époque où Romain est parti, il avait 10 dossiers médicaux. Un dossier neurologique, un dossier orthopédique, un gastro-entérologique. Il avait une prise Mickey. Enfin, je n'ai pas besoin de vous les donner. Personne ne coordonnait ça. Et on se rendait bien compte qu'on avait une multiplicité d'actions et de travaux faits pour le soin, mais c'était une pile de gens qui travaillaient sans se coordonner. Et c'était un problème énorme de mélange des médicaments qui nous a rendu la vie extrêmement difficile par des iatrogénies absolument incroyables. Coordination fondamentale, aujourd'hui déjà en chantier chez vous. Deuxième chose qui a été extraordinairement révélatrice, c'est que la personne vivant avec un handicap, elle ne sait pas dire qu'elle a mal. Une personne vivant avec handicap sur 2 ne sait pas dire qu'elle a mal, ne sait pas dire où elle a mal, ne sait pas dire comment elle a mal. Et la prise en compte de la douleur est extrêmement difficile si on n'a pas les éléments pour découvrir auprès de ceux qui vivent avec un handicap comment et quels sont les signes avant-coureurs d'un soin. Là, je vais vous dire très franchement, on a beaucoup travaillé là-dessus. La troisième chose qui nous apparaissait comme étant peut-être aujourd'hui évidente, et c'est là où le progrès s'est fait, mais il n'y a pas de bons soins sans accompagnement, et il n'y a pas de bons accompagnements sans bons soins.
Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, quand je vois et que j'ai rencontré, nous avons parlé avec les infirmières, les aides-soignants, les AMP, tous les gens qui sont dans cet établissement et qui ont été extraordinaires pour porter cette période du Covid. Elles ont... Et qu'est-ce qu'elles nous ont dit? Eh bien, nous, on est des familiers. On connaît bien Pascal. On connaît bien l'un ou l'autre. Et quand on connaît bien quelqu'un, on peut bien l'accompagner pour qu'il se soigne. N'est-ce pas, Pascal? Et ça, c'est quelque chose qui est... D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais très rapidement, après ce rapport, on a eu une chance inouïe, ça a été la loi qui a été déterminée derrière le rapport sur la stratégie nationale de santé qui rendait l'accompagnement comme étant incontournable. Et ça, c'est fantastique, c'est bon, c'est fait, et ça a été lié à tout ça. Et puis, ensuite, nous avons travaillé, on a écrit, et puis là, j'ai pris une pelle, une belle pelle. Nous avons travaillé sur la charte Romain Jacob, après la signature d'un certain nombre de personnalités, d'organismes. Et j'ai été voir les personnes vivant avec vous, je suis allé vous voir, on avait à peu près une 60aine de personnes qui étaient là, et elles nous ont dit, ton truc c'est de la... Bon. T'as compris? Ben ouais, ouais. Et pourquoi? Elle me dit, tu comprends, ça va être un papier mis sur le mur et personne ne va s'engager. Personne sera dans le quotidien à rappeler ça tous les jours. Alors là, Romain m'a beaucoup aidé. J'ai dit non, on ne peut pas en rester là. Et c'est comme ça qu'on a fait et créé l'évaluation de la charte Romain Jacob comme elle est définie dans son article 12. Et là, j'ai proposé aux personnes vivant avec un handicap de devenir les évaluateurs de cette charte. Comment faire? Et pour que ça soit juste et équilibré, il fallait que ça soit vous qui nous mettiez vos questions et que ça ne soit pas les apparatchiks qui aujourd'hui mettaient leurs propres questions. Et je me rappelle très bien que vos premières questions ont été très difficiles à entendre. Votre première question, elle était « Est-ce qu'on a accès aux soins ?» La deuxième question, est-ce qu'on accepte notre accompagnement? La troisième question, c'était, est-ce qu'on m'a expliqué mes soins? Et la quatrième question, est-ce qu'on a pris en compte ma douleur? Et là, j'arrive au ministère pour présenter ce questionnaire et on me dit, mais c'est pas la peine de poser, vous aurez 100% de réponses positives. C'est vous dire l'écart entre la fiction et la réalité qu'il y avait dans ce domaine. Et on m'a autorisé à faire les 1000 premiers questionnaires. À la première question, avez-vous accès aux soins? Il y a 60% des personnes qui ont dit non.
À la deuxième question, est-ce qu'on accepte mon accompagnement? Il y a 80% des gens qui ont dit non. À la troisième, est-ce qu'on m'a expliqué mes soins? 95% ont dit non. À la prise en compte de la douleur, j'ose pas dire le chiffre. Je suis bien d'accord avec toi. Mais ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que ça a été une très dure découverte de la part du ministère. Et ils ont accepté qu'on fasse et que l'on continue. Et là, nous avons continué. Le deuxième 1000, ils espéraient que le deuxième 1000 irait mieux. Eh bien, ça n'a pas été vraiment le cas. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup progressé. Grâce à ça, grâce à vous, grâce aux actions qui sont faites par vous, puisque je vais vous donner quelques résultats d'aujourd'hui. Nous sommes à presque 70% de gens soignés. Nous sommes presque à 70% de gens accompagnés. On est encore à 50% de gens à qui on explique le soin, leurs soins. Et vous allez voir tout à l'heure que ça va être fondamental et impressionnant. Et dans la douleur, là, on a encore beaucoup de progrès. Les personnes vivant avec un handicap sont devenues des acteurs incontournables dans cette formidable enquête directe, première démocratie sanitaire connue en France, sans filtre. C'était... Et le fait que certaines régions se sont battues avec nous, elles ont commencé à répondre. Mais là, nous sommes en train de parler entre nous. Vous vous rendez compte que cette charte pouvait apparaître comme étant fondamentalement agressive pour le soignant et dure à comprendre. Et comment travailler avec eux? Vous comprenez bien qu'à un moment donné, et grâce au CNOM, nous avons eu la chance de créer des task force qui nous a permis d'écouter les soignants. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, les soignants? La première chose, ils nous ont dit, il faut être formé. Mais vous savez bien que la formation, c'est bien, mais quand on est motivé. Et quand est-ce qu'on est motivé? C'est quand on est sensibilisé. Les Chinois disent, ne me parlez pas de formation, parlez-moi de sensibilisation. La sensibilisation, c'est ce qui apporte l'intérêt. Et après, on a envie de se former. Eh bien, la première chose qui a été faite, et vous en avez été, et le concours de votre organisation a été très forte, car vous accompagnez aujourd'hui, et vous êtes en train de le faire vis-à-vis de l'université. 11 universités ont fait des stages pour les deuxièmes années de médecine, et ces stages en deuxième année de médecine ont été organisés pour que les étudiants, pendant 5 jours, aillent vivre avec vous. Ils vous ont découvert. Je vous invite à regarder le film « La richesse de nos différences ». Le titre vient de ces étudiants. Regardez-le sur Dailymotion, c'est incroyable. Jusqu'au moment où une jeune étudiante nous a dit « Il était temps que vous veniez nous voir ». Ce film et ce stage a été extrêmement bénéfique pour non seulement
les 2000 étudiants qui l'ont suivi, mais pour tout leur entourage, pour tous les gens qui travaillent, les externes. Et aujourd'hui, il y a 11 universités qui l'ont proposé, et déjà 4 universités ont fait une formation des soignants de la 2e année jusqu'au clinica. Mieux vous connaître, c'est mieux vous soigner si on est capable d'accepter l'accompagnement indispensable. Ce stage a été la première chose et la première réponse aux médecins. La deuxième demande des médecins, elle est simple. Nous n'arrivons pas, dans notre cabinet, à faire passer une personne en fauteuil sur une table d'examen. Il faut venir nous aider. On a besoin d'aide. Eh bien, et c'est vrai. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, les médecins, on est en train de faire, avec les handiconsultes, avec les handisoins, avec la capacité d'avoir avec Doctolib une personne pour aider au moment où la personne vient. Nous commençons à Vannes, à Caen, à Reims, bientôt chez vous. On va y arriver, on va le construire. Ça y est, c'est parti. Et avec J.A. Saravan et Jean-Henri Ruel, nous sommes en train de monter ces services d'aide à la médecine de ville. Ça va aller de pair avec le travail que l'on fait ensemble vis-à-vis de la médecine de ville, qui est toujours le plus important refuseur, si on peut appeler ça comme ça, de personnes, groupes de médecins qui refusent les personnes vivant avec un handicap. Puis la troisième chose que demandent les personnes vivant, les médecins, pardon, c'est d'être payés. Là, c'est plus compliqué. C'est vrai que quand on me fait une prise de sang, ça dure 3 minutes, et ça coûte 10 €, et c'est fini. D'accord ? Pour toi aussi. Mais quand on le fait à Clément, mon fils, qui est autiste, ça fait 1h30, mais c'est toujours 10 €. Donc il faut différencier. Et nous avons découvert, avec Nicolas, qu'on était un des pays qui n'avait pas encore passé le pas de la différenciation de la tarification en fonction de la personne. Et ça y est, nous allons pouvoir le faire grâce au gigantesque travail de l'équipe de la Bourgogne-Franche-Comté autour de Christophe Aligier et de toute son équipe, de Johan. Elle est là, Johan, je ne le vois pas. Et là, nous allons pouvoir avancer. Nous avons une analyse aujourd'hui de 3400 et quelques refus que l'on peut voir par âge, par type d'handicap, par lieu de vie. Et l'ensemble de toute cette analyse va nous permettre de proposer à la CNAM une évolution des tarifications indispensable au bon fonctionnement. Répondre aux soignants, c'était indispensable. Mais il faut d'abord aussi reconnaître que ce que nous avons vécu depuis 3 ans, presque, autour du Covid, nous a considérablement ralenti. Mais pas la charte Romain-Jacob. Rien n'a ralenti la charte Romain-Jacob. Et pourtant, c'est vrai que les confinements ont été durs. Mais qu'est-ce qui a été ralenti? C'est notre capacité
à installer partout où c'était nécessaire une nouvelle organisation des soins. Mobilisé par le Covid, mobilisé aussi par l'énorme travail que les infirmiers, les aides-soignantes, les AMP ont fait, on n'a pas pu agir suffisamment. Maintenant, il va falloir rattraper ce temps perdu et nous allons le faire ensemble. C'est ce qui va être l'objectif de la charte Romain Jacob de demain. Aujourd'hui, vous êtes, vous, personnes vivant avec un handicap, nos meilleurs copains quand vous remplissez le questionnaire. Alors je sais que, je sais pas, c'est Christine, comment s'appelle la personne qui a au guichet son téléphone avec l'application? Marlène. Ah oui, j'oubliais son nom. Eh bien Marlène, aujourd'hui, a son téléphone et quand une personne revient de chez le médecin, elle dit « Viens me voir, on va remplir le questionnaire ». Alors, j'ai plus mon téléphone parce que je l'ai prêté à Stéphane, hein, mais sur votre téléphone, il y a l'application. Et puis un jour, les personnes vivant avec un handicap, à travers l'application, nous ont dit « On veut les résultats. On veut voir ce que nous écrivons. » Et on l'a fait. Et vous retrouverez sur l'application, vous vous rappelez, on l'avait fait ensemble, vous l'aviez téléchargé, on avait fait ça tous ensemble, et vous avez vu vous-même vos propres résultats. Eh bien, le jour où vous avez eu les résultats, on a doublé le nombre de répondants. On est passé de pratiquement 12 000 à 22 000 par an, 26 000 même. Donc cette application, elle vous renseigne sur votre propre travail. Et puis, il s'est passé quelque chose le 19 septembre 2019. Madame Buzyn m'a dit « il faut pérenniser ça ». Ah, ça n'a pas été une partie de rigolade. Pérenniser une évaluation du monde soignant, enfin je ne vous fais pas de dessin, il y avait la bagarre. Mais on a été tenace et on a voulu le faire. Mais le champion du monde qui a réussi cette opération, et grâce à l'UGCAM, c'est la CNAM. Bravo. Bravo à vous, CNAM. Bravo à vous, CEPAM. Bravo à vous, agents de la sécurité sociale. Bravo à tout le personnel. Nous avons besoin d'enrichir tous ensemble et tout de suite toutes les personnalités des CEPAM, qu'elles viennent dans vos centres vous rencontrer, comme les personnes qui sont sensibilisées en tant que soignants. Venez à Mâcon vous rencontrer. Venez écouter les personnes vivant avec un handicap dans toutes les CEPAM. Et là, on va avancer. Parce que ça sera concret pour eux, ce qu'elles font pour vous. Je voudrais vous dire aussi que... Merci, Christine. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Après un travail fantastique, de Madame Berthelot. Madame Berthelot, c'est une
un agent d'une CEPAM des Flandres. Et Madame Berthelot, elle a eu l'intelligence de dire, moi, je suis certain qu'on peut aider et trouver dans les fichiers de la CNAM ce qui va nous permettre d'être en contact avec toutes les personnes vivant avec un handicap. Car comme vous le savez, et selon vos aspirations, vous avez envie d'aller dans le monde ordinaire, eh bien, 92% des personnes vivant avec un handicap ne sont pas en établissement, elles sont dans le monde ordinaire. Et comment les contacter? Elles n'ont pas, Mylène, avec un téléphone pour pouvoir remplir le questionnaire. Et il fallait donc qu'on trouve un moyen. Et Madame Berthelot et Grégory, ils ont trouvé. Et puis ils ont envoyé à tous les assurés, Amélie, qui étaient en ALD, qui avaient l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Et ils ont fait un test d'un envoi sur le réseau. Ils ont envoyé presque 9000 questionnaires, 9000 mails. 9000 mails. Et là, catastrophe, je vois le compteur. Je vois le compteur des questionnaires sur mon téléphone. N'est-ce pas, Stéphane? On s'est dit, ça y est, on a des pirates. Ils avaient oublié de nous prévenir. On a sûrement des pirates. Et en l'espace de 2 heures, nous avons eu 3500 réponses à nos questionnaires. N'est-ce pas, Stéphane? C'était le bonheur. Après avoir eu une grande trouille. Et on a dit, ben, on va maintenant pouvoir passer à une autre région. C'était pas la volonté de M. Picard. Il s'est dit, il faut passer à toutes les régions à la fois. Et nous avons démarré vers le 5 juillet dernier, 908 000 mails aux personnes vivant avec un handicap. En 6 heures, nous avons eu 30 000 questionnaires. En 2 jours, 50 000 questionnaires. Nous projetons d'envoyer 2 millions de questionnaires dans un temps prochain avec un objectif de 100 000 questionnaires. Mais qu'est-ce que fait le nombre de questionnaires pour nous? Il nous permet d'aller dans les détails. Il nous permet de nous rapprocher d'une notion de proximité du besoin. Parce que lorsque nous avons 20 000 par an, nous n'avons pas suffisamment de répondants pour traiter le problème d'un département. On a la notion nationale, mais on n'a pas la notion régionale et encore moins départementale. Mais avec 100 000, on a 1000 réponses par département et nous avons la capacité de répondre aux très sévères questions de Christophe. Combien y a-t-il de dentistes qui refusent? Combien il y en a qui reçoivent? Pourquoi ils refusent? Comment ils refusent? Et que fait la personne à qui on a refusé des soins dentaires? Et aujourd'hui, Christophe, nous sommes capables de répondre à toutes tes questions dans tous les départements. Nous avons ça, mais ce n'est pas le travail d'une personne, c'est d'abord votre travail.
C'est le travail des CEPAM et je les remercie infiniment. Mais fort maintenant de cette mesure, et comme disait M. Macron, il faut faire très attention de mesurer quelque chose et de savoir ce qu'on fait de la mesure. Quand on met un thermomètre quelque part et qu'il y a de la température, on met des antibiotiques ou quelque chose. Mais quand on a mis le thermomètre dans l'accès aux soins, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui, nous avons un énorme programme. Un programme qui doit conjuguer tous les efforts des acteurs du soin, des acteurs de l'accompagnement, des institutions, des personnes vivant avec un handicap, pour qu'ils soient en bonne santé et qu'ils aient un accès à la vraie vie. Merci. Pendant qu'on va amener la table pour la signature officielle de la charte, oui, je m'associe aux applaudissements et aux remerciements, Pascal, parce que depuis le début de l'aventure lancée en 2018, me semble-t-il, au niveau du UGECAM BFC, ça fait 3-4 fois qu'on se rencontre et à chaque fois, je crois que ça nous relance et que ça nous redynamise pour les mois à venir. Merci à vous qui êtes à l'établissement. Merci Madame Moutel d'avoir choisi Charnel et Mâcon pour cette signature officielle. On est très contents et très fiers, on va le dire. On est fiers, nous. On est fiers, ouais, on peut le dire. Parce qu'on a joué le jeu, on a rempli les questionnaires, et puis Pascal a tenu sa promesse de revenir nous voir si on arrivait à faire monter les chiffres. Bon. Il y a un nouveau challenge, Pascal, c'est jamais 203, donc on vous attend bientôt. Voilà. Merci à tous d'être venus. Nous avons beaucoup de travail encore à faire pour que ce soit opérationnel, pour que les actions existent. C'est bien parti. Continuons. Moi, j'y crois. Je vais revenir sur le mot conviction. Je vais redire conviction, charisme, partenariat. Je crois que c'est vraiment l'essentiel pour avancer sur le sujet. Je vais vous laisser signer. Alors, il y a un autre engagement, c'est qu'à l'établissement, on garde une charte avec la signature officielle, qu'on sera fiers de mettre sur nos murs. Il faut que quelqu'un tienne. Pendant que la signature se prépare, je voudrais renouveler mes remerciements personnels à toutes les équipes qui ont permis la réalisation de cette journée. Ça a été un investissement fort, varié de tout le monde. Et je voudrais dire un grand merci pour cette réussite. Merci aussi à vous, mesdames, messieurs les techniciens, chargés de communication, etc. Parce que je pense que ça a été extrêmement fluide entre nous tous, bien préparé. Et il n'y a que des messieurs. Eh bien, messieurs. Oui, c'est vrai, il n'y a que des messieurs. Oui, ça ne marche pas bien, là, la parité. Mais bon, ça y est. Non, elle était trop petite. Ah oui, la charte est longue. Il y a beaucoup d'engagements, en fait. Ouais, c'est à la taille des engagements. C'est la vraie vie, n'est-ce pas? Vous devez avoir un peu de dos, c'est ça? Faudra que vous enseigniez dans un sens, messieurs, dames, et dans l'autre sens pour répondre aux besoins des caméras et appareils photo, s'il vous plaît. Oui. Bon, on est archi-vaccinés tous les deux. Merci Anne. C'est très bon pour nous tous. Merci Pascal pour cette rencontre et puis surtout pour toutes les belles choses qu'on va faire ensemble. Merci. C'est bon? Il y en a un.
Donc, en prenant les photos, en signant. Ouais, on va en faire une où on vous regarde. Voilà, votre plus beau sourire. Promis, un beau sourire pour tout le monde. Allez, c'est parti. C'est parti. Encore Voilà. une. Encore une. On vous... Je vois votre minoire, regardez-moi. La mienne est plus rapide. Voilà, c'est parfait. C'est pas fini, il faut pas ranger les stylos. On continue. Je découvre tout. Il n'y en a plus que 2, je crois. Courage. Non, si. Bon. Vous me regardez. La dernière, on vous regarde encore. Allez. Attention. Bon, messieurs, mesdames les musiciens, musique, s'il vous plaît. On dit maestro, c'est ça? Musique maestro. Merci, bravo. Bravo, bravo. Venez sur la photo, je sais que voilà, vous allez faire bien en photo. Adrien, Julien, Pascal, Jérémy. On a besoin de vous. Venez, Shiraz, Florent. Non, ceux qui veulent, venez sur la photo parce que c'est votre première place qui est importante. Pascal, Julien. Julien, venez sur la photo. Allez, venez, oui. Venez. Devant là, devant. Voilà, mettez-vous devant. Allez, venez nous rejoindre. Voilà, c'est bien. Pauline, vous voulez venir sur la photo? Allez, venez. Loïc, venez. Venez jusque-là. On vous amène une chaise, Loïc? Prenez une chaise, on vous amène une chaise si vous voulez. Venez. Non, on n'est pas loin de Lyon ici. On n'est pas trop pour le Paris Saint-Germain. Je sais pas pour. Non, ça va. Ça ira. Ludivine, venez. Alors, s'il vous plaît, applaudissez Ludivine, c'est son anniversaire aujourd'hui. Frédéric, venez également. Vous pouvez chanter la chanson après, oui, pas de souci. On remet le masque tous ou pas? C'est ceux qui nous regardent. Oui. Pour rendre l'antenne. Oui, voilà. Pendant que tout le monde s'installe, je vais également en profiter pour remercier tous ceux qui, derrière leur écran, ont suivi cet après-midi. J'espère qu'elle a été aussi riche et intéressante pour eux que pour nous. Et je vais rendre l'antenne maintenant en disant au revoir à tous et merci encore. Merci. Au revoir.